Merci Agnès. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je me présente, je suis présenté. Je suis un homme qui est clinicien-chercheur toute ma vie et depuis un mois retraité de la clinique. Pour la recherche, on ne sait jamais. Alors, je suis aussi un homme chanceux. Quand je suis arrivé à l'université, pourquoi est-ce que mon premier cours était dans un labo de neuroanatomie? J'ai regardé par un microscope et j'ai vu la beauté du cervelet. Et je me suis dit, ça, c'est ce que je vais faire de ma vie. Plus tard, 6 ans plus tard, j'arrive en clinique et je me trouve dans un service, dans un hôpital à Londres, où je travaille avec le 2e scanner du monde. 1973, Annus Mirabilis. La reine avait Annus Horribilis, moi j'avais Annus Mirabilis, parce que je voyais à l'intérieur du crâne. Alors nous, les neurologues, on était fiers. Nous étions l'aristocratie des médecins. On utilisait le clé de notre Bentley pour faire le Babinski, le marteau. On était seigneurs. Le problème, c'est qu'on ne savait pas beaucoup dans le pronostic et le traitement. On était fort en diagnostic. Et pourtant, on ne voyait pas l'objet de nos recherches. Cet objet se trouvait dans une boîte. Et on n'arrivait pas à regarder dans la boîte. Les autres, il y avait des rayons X, il y avait ceci, il y avait cela, ils pouvaient mettre des aiguilles dans le foie, dans le rein, observer, examiner, tout pendant la vie. Nous, on voit le cerveau après la vie. Et arrivé le scanner, pour lequel 3 ans plus tard, très vite, il y avait un prix Nobel, d'ailleurs 2 prix Nobel, on a complètement changé notre pratique. Beaucoup d'examens très douloureux sont devenus banals. Et on arrivait à voir l'anatomie, donc la structure, l'organisation, l'architecture du cerveau humain malade, mais aussi celui du cerveau sain. Donc on arrivait pour la première fois à comparer un petit peu, parce qu'un neurochirurgien ne faisait jamais les trous dans le crâne de quelqu'un qui n'était pas malade. Donc pour la première fois, on arrivait à faire ça. 6 ans plus tard, je vais faire la recherche, mon doctorat. Je me trouve dans un labo, 2 jours plus tard, le premier scanner à émission des positrons arrive en Angleterre. Et je travaille avec pendant 3 ans. Et pendant le restant de ma vie, je fais l'imagerie cérébrale. Mais cette fois-ci, avec le scanner à émission des positrons, c'est les fonctions du cerveau, leur distribution, leur interaction qui me fascinent et qui nous fascinent tous. En 1989, beaucoup de choses se sont passées dans le monde, mais surtout l'IRM est arrivé. L'IRM dont on a complètement laissé derrière nous toute radiation, toutes les choses nocives dans nos examens, et on a commencé à créer le Big Data. Et voilà, j'ai été dans les images. Et je vais vous montrer quelques images. Voilà 3 images. Une image, ça ne veut pas dire que je suis neuropointilliste, neuroexpressionniste, même pas neurostructuraliste, etc. Une image, c'est comme un livre. C'est comme un livre dans le sens qu'avec l'informatique, on peut pointer quelque part dans le cerveau et en principe dévoiler tous les papiers, les articles, toutes les mensurations, etc., associées avec cette aire et avec ses connexions. Et comme ça, comprendre de mieux en mieux en cueillant de plus en plus des données. Là-haut à la gauche, vous voyez un IRM cérébral. Très simple, vous voyez le crâne, on peut reconnaître des gens d'ailleurs. Tout ça, c'est fait de façon non invasive. Il faut les allumer encore pour qu'ils bougent encore une fois, peut-être. Monsieur, allumez encore. Et puis, donc vous avez vu, il y avait des faisceaux, il y avait plein de choses. À droite, là-haut, donc ils n'arrivent pas à le faire, ça ne fait rien, c'est la technologie. Ah, ben ça va. Là, il y a un bout de cerveau qui aussi est opaque, mais c'est un cerveau de rat. Mais on l'a mis dans une huile particulière qui s'est infiltrée et qui permet un faisceau de lumière très spécifique de l'illuminer et de le rendre transparent. Et là, vous voyez toutes les cellules avec leurs connexions qui descendent. Et ici, en bas,
celui qui ne bouge plus, vous avez vu le petit cerveau qui s'est grandi. Là, vous avez un cerveau. Et l'histoire du développement du cerveau à partir du rat vers l'homme, utilisant les données qui existaient auparavant, mais qui sont transmises en forme d'image. Donc l'image, vous voyez, comme il grandit, c'est magnifique, c'est en forme d'image. Donc avec tout ça, j'ai travaillé, on a découvert plein de choses, on a découvert la plasticité du cerveau qui reste plastique toute la vie, on a découvert que l'environnement peut changer des bouts de cerveau, comme avec les chauffeurs de taxi à Londres, etc., etc. Mais à la fin de cette carrière clinique, je suis un homme déçu, malgré toute cette technologie. Et je suis déçu à cause de cette pathologie, ce mur de pathologie dont parlait Lesdunski auparavant, toutes ces maladies neuropsychiatriques, psychiatriques qui visent les jeunes et qui les sortent de notre communauté pendant quasiment toute leur vie, et puis les neurodégénérescences dont ma mère aussi souffrait pendant 5 ans. Elle ne me reconnaissait pas quand j'allais la voir toutes les semaines. Donc, il fallait réfléchir. Mes collègues philosophes disaient, de toute façon, comment est-ce que le cerveau peut comprendre le cerveau? Alors, j'ai trouvé, il faut un superordinateur en plus. Cerveau plus superordinateur peut examiner le cerveau. Deuxième problème, la méthode cartésienne, tellement efficace dans les études de la matière morte, jamais tellement utilisée pour la matière vivante, organique. Alors là, la méthode cartésienne n'est plus valable, à mon avis. C'est dommage, parce qu'on vit dans la ville de Descartes. Ce qu'il faut, c'est de prendre les masses de données qu'on a créées et, utilisant les superordinateurs, créer des hypothèses à partir de ces masses de données, de trouver des objets qui représentent des maladies et qui morcellent des maladies que, pour le moment, on décrit purement par les symptômes et les syndromes, en utilisant aussi toutes les données qui existent dans les bases de données dans les hôpitaux et ailleurs, et en les mettant ensemble, en les fédérant, les intégrant, on commence à vraiment comprendre comment le cerveau fonctionne, d'en bas vers le haut, et comment ces maladies distortent cette organisation. Voilà, ça c'est le Human Brain Project, que je pense va complètement changer la donne. On est à un moment historique dans l'examen du cerveau humain, et moi je suis plein d'espoir pour le futur. D'ici 10 ans, on aurait conquéri pas mal de choses. Merci. Merci.